Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu te souviens de notre randonnée de l'été dernier? Bien sûr. C'était incroyable, surtout quand on est arrivé au sommet. Oui, cette vue sur les montagnes enneigées, inoubliable. Et tous ces arbres autour du sentier, c'était magnifique aussi. Tu as pris ta bouteille d'eau? Oui, je l'ai mise dans le sac juste à côté de ma montre. Parfait, il fait chaud aujourd'hui. On va en avoir besoin pendant la marche. Tu viens toujours au match de volley ce soir? Bien sûr. J'ai même pris mes genouillères et mon ballon. Super. Rien à voir avec le basket de la semaine dernière, hein. Tu vois ce garçon là-bas? Oui, celui qui est assis tout seul? C'est un élève. Il attend le début des cours. Son sac à dos est presque aussi grand que lui. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Nous vous informons que le vol 79 à destination de Paris a été annulé en raison de conditions météorologiques imprévues. Tous les passagers de ce vol sont priés de se rendre immédiatement à la porte d'embarquement à Troyes pour embarquer à bord du vol 97, qui les conduira également à Paris. Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de bien vouloir patienter jusqu'à l'embarquement. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer que ce lundi, à partir de 16 heures, notre magasin offrira une promotion exceptionnelle. Une réduction de 20% sera appliquée sur une sélection d'articles, notamment les équipements de sport et de jardinage. Cette offre est valable uniquement pendant 2 heures et s'applique uniquement aux produits signalés dans le magasin. Nous vous invitons à venir profiter de ces réductions avant la fermeture, à 18 heures. N'oubliez pas d'apporter votre carte de fidélité pour bénéficier de réductions supplémentaires. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le train à destination de Montréal, prévu à 14h30, a un retard imprévu de 45 minutes. En raison de ce retard, tous les passagers ont la possibilité de prendre un autre train qui partira à 15h15, sans frais supplémentaires. Si vous préférez conserver votre billet pour le train de 14h30, un remboursement partiel de 30% sera effectué directement à la gare. Pour toute demande de remboursement ou changement de billet, veuillez vous rendre au comptoir d'information au plus vite. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension.
Attention à tous les amateurs de lecture. Aujourd'hui seulement, notre librairie propose une promotion exclusive sur 2 genres populaires. Les livres de science-fiction bénéficient d'une réduction de 13% et les romans romantiques sont à 16% de réduction. Ces promotions sont valables uniquement aujourd'hui, jusqu'à la fermeture de la librairie à 19 h. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de vous rendre dans les rayons spécialisés. N'oubliez pas de demander à notre personnel si vous cherchez des recommandations. Mesdames et messieurs, nous vous informons qu'en raison de la présence d'un patient en urgence à l'hôpital, tous les médecins seront indisponibles pour une période de 1 heure. Pendant cette période, il ne sera pas possible de prendre des rendez-vous ou de consulter un médecin. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. Si vous avez des questions urgentes, notre personnel administratif est à votre disposition pour vous fournir toute l'aide nécessaire. Nous vous prions de bien vouloir attendre jusqu'à ce que les médecins soient disponibles. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Bonjour, je vous informe que votre rendez-vous prévu pour aujourd'hui a été reporté de 2 heures. Il est désormais fixé pour 14 heures au lieu de 12 heures. Je vous rappelle de bien arriver un quart d'heure avant l'heure du rendez-vous pour vous préparer et compléter toute la documentation nécessaire avant l'entretien. Merci pour votre compréhension et à tout à l'heure. Bonjour, nous vous appelons à propos de votre inscription au cours de gymnastique. Il semble qu'il nous manque quelques documents pour finaliser votre inscription. Nous vous demandons de bien vouloir apporter votre passeport avant le début du cours. Cela est nécessaire pour compléter votre dossier. Merci de nous faire parvenir ce document à votre prochaine visite. Bonjour, nous vous informons que votre voiture est actuellement en réparation à Nord Atelier. Elle est presque prête et sera disponible pour récupération à 16 h. Merci de passer à ce moment-là pour récupérer votre véhicule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Salut mon chéri, il fait très froid dehors aujourd'hui, alors tu dois mettre un bonnet et un manteau chaud avant de sortir. Si tu n'as pas ces vêtements, il vaut mieux rester à la maison et ne pas sortir, car il fait vraiment trop froid. Prends soin de toi et n'oublie pas de bien t'habiller. Allô, c'est moi. Écoute, je viens d'apprendre que la maison des voisins a pris feu. C'est vraiment inquiétant. Pour le moment, on ne sait pas s'il y a des gens à l'intérieur ou non. La police et les pompiers sont déjà sur place, mais je voulais te prévenir au cas où tu les verrais ou si tu sais s'il y avait quelqu'un chez eux. Si tu as plus d'infos, fais-moi savoir tout de suite, d'accord? On espère que tout va bien, mais pour l'instant c'est vraiment flou.
Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous opposé à l'utilisation des lunettes pour lire? A. Elle est favorable à l'utilisation des lunettes pour lire. B. Elle est défavorable à l'utilisation des lunettes pour lire. C. Elle est favorable à l'utilisation des lunettes pour lire sous certaines conditions. D. Elle ne donne pas clairement son avis. Personne A. Pour être honnête, je trouve que les lunettes sont une solution temporaire à un problème qui pourrait être résolu autrement. Je ne suis pas contre leur utilisation dans certaines situations urgentes, mais je pense qu'il est préférable d'explorer d'autres alternatives avant de se tourner vers les lunettes. Les yeux ont besoin d'exercices réguliers pour rester en bonne santé, et une dépendance aux lunettes peut entraîner des problèmes à long terme, comme l'aggravation de la myopie. Personne B. Je comprends bien que certaines personnes puissent être réticentes à porter des lunettes, mais pour ma part, je pense que c'est la meilleure option. Avant, je n'aimais pas l'idée de devoir porter des lunettes pour lire, mais j'ai vite compris qu'elles sont réellement indispensables pour préserver la santé de mes yeux. J'ai essayé d'autres solutions comme des gouttes pour les yeux ou des exercices, mais rien n'a vraiment fonctionné. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans elles. Elles me permettent de lire confortablement sans me fatiguer les yeux. Je suis d'accord qu'il faut éviter de trop s'exposer aux écrans, mais pour la lecture traditionnelle, les lunettes restent la solution la plus efficace. En plus, elles sont devenues un peu une partie de mon quotidien, et j'ai même choisi des montures stylées pour les porter avec plaisir. Personne C. Je suis un peu partagée sur ce sujet. D'un côté, je comprends pourquoi certaines personnes sont contre l'utilisation des lunettes pour lire. Après tout, ce n'est pas une solution naturelle et cela peut nous rendre dépendants d'un accessoire extérieur pour accomplir des tâches simples. Cependant, d'un autre côté, je vois aussi l'avantage des lunettes dans des situations où elles sont vraiment nécessaires. Par exemple, certaines personnes, comme mes parents, ont une vue tellement altérée qu'il n'y a pas vraiment de choix autre que de porter des lunettes. Mais moi-même, j'essaie de limiter leur utilisation, car je crois que cela peut être un signe qu'on ne prend pas assez soin de sa vue. Je pense qu'on devrait d'abord essayer d'améliorer naturellement notre vue, et si ça ne marche pas, alors recourir aux lunettes. Il y a aussi des alternatives comme les lentilles de contact ou même des techniques de relaxation visuelle, qui peuvent être efficaces. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à la chasse des animaux domestiques? A. Elle est favorable à la chasse des animaux domestiques. B. Elle est défavorable à la chasse des animaux domestiques. C. Elle est favorable à la chasse des animaux domestiques sous certaines conditions. D. Elle ne donne pas clairement son avis. Personne A. Je suis contre la chasse des animaux domestiques, c'est une pratique qui me choque profondément. Les animaux domestiques, contrairement à leurs cousins sauvages, dépendent entièrement des humains pour leur bien-être et leur survie. Les laisser être tués sous prétexte de régulation ou de sport est inacceptable. Bien sûr, il y a des situations où certains animaux peuvent devenir nuisibles, mais il existe d'autres solutions comme la stérilisation ou l'adoption. La chasse devrait se concentrer sur la protection de l'environnement et non sur des créatures qui ont été élevées dans nos foyers et qui nous font confiance. À mes yeux, tuer un animal domestique pour le plaisir ou par négligence est un acte cruel. Personne B. Je comprends que la chasse des animaux domestiques puisse paraître choquante pour certains, mais il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel cela se produit. Dans certaines régions,
les animaux domestiques sont responsables de dégâts considérables, notamment dans les zones rurales où ils peuvent perturber les écosystèmes locaux en chassant des espèces protégées ou en détruisant les cultures. De plus, il est important de se rappeler que la chasse, lorsqu'elle est pratiquée de manière contrôlée et régulée, peut faire partie d'un équilibre écologique nécessaire. Je ne suis pas totalement favorable à la chasse des animaux domestiques, mais je pense qu'il peut y avoir des cas où cela s'avère nécessaire pour préserver l'environnement et les espèces locales. Personne, C. Je pense que chaque situation est unique, et que la question de la chasse des animaux domestiques ne peut pas être répondue de manière universelle. Bien sûr, tuer des animaux pour le sport est inacceptable, mais il y a des circonstances où cela pourrait être justifié, notamment dans des régions où des animaux domestiques sont élevés de manière excessive et où ils deviennent un véritable fléau. Par exemple, dans certains pays, les chiens errants ou les chats sauvages envahissent les zones urbaines et peuvent causer des dommages importants. Cependant, il est crucial que toute chasse soit strictement régulée et encadrée, pour ne pas devenir une pratique abusive. Je ne peux pas dire que je sois pour ou contre de manière absolue, mais il faut prendre en compte la situation locale. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour chers auditeurs, voici la prévision météorologique pour les 10 prochains jours. Dès demain, nous connaîtrons un changement notable dans les conditions climatiques, avec une baisse significative des températures. Il fera assez froid pendant les 4 premiers jours, avec des températures proches de 5 degrés Celsius le matin et des maximales ne dépassant pas les 12 degrés Celsius l'après-midi. Toutefois, le 5e et le 6e jour, nous aurons une brève période de réchauffement, où les températures devraient atteindre jusqu'à 25 degrés Celsius, mais cela ne durera que 2 jours. Après cette période de chaleur, les températures redescendront, et une vague de froid reviendra pour la semaine suivante, avec des températures qui resteront froides jusqu'à la fin de la période prévue. En résumé, attendez-vous à des fluctuations importantes, mais dans l'ensemble, l'air restera plutôt frais sur le long terme. Nous vous conseillons donc de rester préparés à des changements brusques de température. L'on parlait de l'impact de l'utilisation prolongée des ordinateurs sur la santé visuelle. De nos jours, de plus en plus de personnes passent de nombreuses heures devant leur écran d'ordinateur chaque jour, que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs. Selon plusieurs études récentes, une exposition prolongée à cet écran peut avoir des effets négatifs sur la vue à long terme. Les experts affirment que la lumière bleue émise par les écrans peut provoquer une fatigue oculaire intense, des troubles du sommeil, voire une dégradation progressive de la vision de près. Il est donc conseillé de prendre des pauses régulières pour reposer les yeux et d'adopter des pratiques comme l'alignement correct de l'écran à hauteur des yeux et l'utilisation de filtres anti-lumière bleue. Bien que ces problèmes soient souvent temporaires, à long terme, les conséquences peuvent être plus graves si ces conseils ne sont pas suivis. Il est essentiel de surveiller les signes de fatigue visuelle, notamment la sensation de sécheresse oculaire et les difficultés à se concentrer sur des objets proches. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux 2 questions. Les plantes d'intérieur sont de plus en plus populaires, surtout dans les maisons et les appartements modernes. On dit qu'elles apportent de nombreux bénéfices à la fois pour l'esthétique et la santé mentale des personnes. Pouvez-vous nous expliquer en détail quels sont les avantages psychologiques associés à la présence de plantes à la maison? Absolument. Il est bien connu que les plantes d'intérieur ont un impact très positif sur notre bien-être.
D'abord, leur simple présence dans un espace intérieur peut réduire considérablement le stress et l'anxiété. L'effet calmant des plantes vient du fait qu'elles créent une atmosphère apaisante, ce qui est particulièrement utile après une longue journée de travail. De plus, prendre soin de ces plantes, que ce soit en les arrosant ou en les taillant, peut aider à diminuer le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Il a également été prouvé que les plantes améliorent la concentration et la productivité. Cela est dû à leur capacité à purifier l'air, en éliminant certains polluants et en créant un environnement plus sain et agréable. En plus de ces bienfaits psychologiques, les plantes sont également très bénéfiques pour la qualité de l'air en absorbant le dioxyde de carbone et en émettant de l'oxygène, ce qui améliore la respiration et l'humeur générale. En résumé, leur présence dans notre environnement quotidien peut vraiment contribuer à notre bien-être mental et physique. C'est intéressant. Mais bien sûr, il y a des aspects à prendre en compte lorsqu'on parle des risques potentiels, notamment quand il y a des enfants à la maison. Certaines plantes peuvent être allergènes ou même toxiques. Pouvez-vous nous expliquer quel type de risque ces plantes représentent pour les enfants et comment les parents peuvent minimiser ces dangers? Effectivement, c'est un aspect très important à prendre en compte. Les jeunes enfants, surtout ceux de moins de 5 ans, sont particulièrement vulnérables aux effets des plantes toxiques ou allergènes. Certaines plantes d'intérieur, comme l'azalée, le laurier rose ou encore certaines variétés de fougères, peuvent libérer des substances qui sont nocives pour la santé. Par exemple, le contact avec certaines plantes peut provoquer des irritations cutanées, des éruptions rouges, des démangeaisons, voire des brûlures. De plus, certaines de ces plantes peuvent émettre des toxines ou des allergènes dans l'air qui peuvent déclencher des réactions allergiques, telles que des éternuements, de la toux, voire des problèmes respiratoires plus graves. Ce qui est encore plus risqué, c'est que certaines de ces plantes, comme l'aloès ou le philodendron, peuvent causer des empoisonnements si un enfant en mange une partie. Il est donc crucial que les parents soient très vigilants et évitent d'avoir des plantes dangereuses dans les pièces où les enfants jouent ou dorment. Il est également important de s'assurer que les plantes sont placées hors de portée des jeunes enfants et de privilégier des variétés sûres comme le géranium, le cactus ou certaines herbes aromatiques qui, elles, n'entraînent pas de risque de toxicité. Beaucoup de gens disent qu'un déménagement est l'un des événements les plus stressants de la vie. Cependant, certaines études suggèrent que cela pourrait avoir un effet bénéfique sur la psychologie des individus, en particulier en termes de résilience. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le fait de déménager ou de vivre dans plusieurs endroits différents peut renforcer la personnalité d'une personne et l'aider à devenir plus forte mentalement? En effet, déménager fréquemment ou changer de lieu de vie peut initialement sembler être une source de stress. Cependant, lorsque l'on prend du recul, on se rend compte que cela peut avoir un effet très positif sur la résilience d'une personne. Vivre dans de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes et faire face à des situations inconnues, même de façon inconsciente, permet au cerveau de s'adapter à des changements constants. Cela permet à une personne de développer de la flexibilité, de l'autonomie et de la confiance en ses capacités à s'adapter. Ces défis créent un sentiment de maîtrise et de contrôle sur son environnement, ce qui renforce la perception de soi et la confiance intérieure. En outre, cette capacité à naviguer dans le changement peut être perçue comme un facteur de développement personnel et d'enrichissement de l'expérience de vie. Dans de nombreux cas, ceux qui ont déménagé plusieurs fois sont plus aptes à faire face à des situations de crise ou de stress, ce qui peut les rendre plus forts sur le plan psychologique. Cependant, certains soutiennent que ce type de vie peut aussi entraîner un sentiment de manque de stabilité et d'enracinement. Est-ce que vous pensez que ce côté négatif peut affaiblir l'impact positif du déménagement sur la résilience d'une personne? C'est une question importante. En effet, si une personne déménage constamment sans avoir l'opportunité de s'enraciner dans une communauté ou de créer des liens durables, elle peut ressentir un sentiment d'isolement. Toutefois, la clé est de savoir comment équilibrer cette mobilité avec un sentiment d'appartenance. Les personnes qui réussissent à créer des liens solides, même temporairement, et à maintenir des relations significatives peuvent tirer le meilleur parti de ce mode de vie. En revanche, celles qui se sentent constamment déconnectées pourraient éprouver des difficultés émotionnelles liées à ce manque de stabilité.
Le sommeil joue un rôle essentiel dans le processus de mémorisation et d'organisation des informations dans le cerveau. Pouvez-vous nous expliquer de manière plus détaillée comment le sommeil aide à organiser nos souvenirs et à améliorer la capacité de les récupérer plus rapidement? Le sommeil, et particulièrement les phases de sommeil profond, est crucial pour la consolidation de la mémoire. Lors du sommeil, notre cerveau organise et renforce les informations que nous avons acquises durant la journée. Cela permet à notre mémoire à long terme de se former plus solidement, facilitant ainsi la récupération rapide des informations lorsque nous en avons besoin. Par ailleurs, le sommeil joue un rôle essentiel dans le transfert des informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Ce processus est d'autant plus important pour l'apprentissage de nouvelles compétences ou connaissances. De plus, des études ont montré que le sommeil améliore non seulement la mémorisation des faits, mais aussi notre capacité à résoudre des problèmes créatifs, en nous permettant de faire des connexions entre des idées apparemment sans rapport. Il semble que le sommeil soit donc indispensable pour le bon fonctionnement du cerveau, mais est-ce que l'importance du sommeil pour la mémoire et la récupération varie en fonction de l'âge? Effectivement, l'importance du sommeil varie avec l'âge. Chez les enfants et les adolescents, le sommeil est particulièrement crucial car le cerveau est encore en développement et la consolidation des souvenirs est beaucoup plus active. En revanche, chez les adultes, bien que le sommeil soit toujours important, l'impact sur la mémoire est généralement moins marqué, car le cerveau est déjà plus stable et mature. Cependant, chez les personnes âgées, la qualité du sommeil peut avoir un effet significatif sur la mémoire et la cognition. Des troubles du sommeil chez les personnes âgées peuvent entraîner des déficits de mémoire plus importants, et ils sont souvent associés à des troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer. Il est bien connu que notre environnement de travail a un impact sur nos relations et interactions quotidiennes. Pouvez-vous nous expliquer en détail comment l'espace de travail, la culture d'entreprise et les conditions de travail influencent les interactions sociales des employés? L'environnement de travail joue un rôle clé dans la manière dont les employés interagissent entre eux. Un espace de travail ouvert et collaboratif favorise la communication et les échanges informels, ce qui peut renforcer les liens sociaux et améliorer la coopération entre collègues. De plus, une culture d'entreprise inclusive et respectueuse encourage une atmosphère de confiance où les employés se sentent à l'aise pour partager des idées et donner des retours. En revanche, un environnement de travail stressant ou trop hiérarchisé peut entraîner de la méfiance et de l'isolement. Les employés peuvent hésiter à échanger leurs idées ou à interagir avec leurs collègues si la pression est trop forte ou si les relations sont trop formelles. L'introduction de pratiques de bien-être au travail, comme la flexibilité des horaires ou l'accès à des espaces de détente, peut également améliorer les interactions sociales en réduisant le stress et en favorisant un climat de travail plus détendu et productif. Il est bien connu que notre environnement de travail a un impact sur nos relations et interactions quotidiennes. Pouvez-vous nous expliquer en détail comment l'espace de travail, la culture d'entreprise et les conditions de travail influencent les interactions sociales des employés? Oui, il y a un vrai compromis. Tandis que les espaces ouverts favorisent les échanges et la collaboration, ils peuvent également entraîner des distractions. Le bruit constant ou les interruptions fréquentes peuvent nuire à la concentration, ce qui peut avoir un impact sur la productivité et la qualité des interactions. Par exemple, les employés peuvent être moins enclins à discuter de manière approfondie ou à prendre le temps de vraiment écouter leurs collègues lorsqu'ils sont constamment dérangés. La clé réside dans l'équilibre, un espace ouvert avec des zones de calme ou des espaces privés pour les moments où l'on a besoin de se concentrer peut permettre de maximiser les avantages tout en minimisant les distractions. Documents divers.
La consommation d'alcool, même modérée, peut avoir un impact direct sur la performance professionnelle. Lorsqu'une personne consomme régulièrement de l'alcool, ses capacités cognitives et son efficacité au travail peuvent diminuer considérablement. L'alcool perturbe les fonctions exécutives du cerveau, telles que la mémoire à court terme, la concentration et la prise de décision. De plus, les effets sur le système nerveux central peuvent entraîner une réduction de la créativité et de la capacité à résoudre des problèmes complexes. À long terme, cela peut même affecter la carrière d'un individu, menant à des absences fréquentes, une diminution de la productivité et des relations de travail tendues. Il est donc crucial pour les professionnels de modérer leur consommation afin de maintenir une performance optimale au travail. Le greffage est une technique horticole utilisée pour reproduire des plantes de manière rapide et efficace. Il existe plusieurs méthodes de greffage, notamment le greffage en fente, le greffage par approche et le greffage à l'écusson. Le greffage en fente consiste à couper le porte-greffe et à y insérer une partie du greffon. Le greffage par approche se fait en rapprochant les deux parties de la plante, sans les couper complètement, pour que les tissus végétaux se soudraient naturellement. Le greffage à l'écusson est une méthode couramment utilisée pour les arbres fruitiers, où une petite portion d'écorce contenant des bourgeons est insérée dans l'écorce du porte-greffe. Chaque méthode présente ses avantages et ses défis en fonction des plantes et des conditions environnementales. La planification est essentielle pour assurer l'efficacité personnelle et professionnelle. Une bonne gestion du temps commence par une évaluation des priorités. Il existe différentes méthodes pour organiser les tâches quotidiennes. La méthode Pomodoro, qui consiste à travailler par intervalles de 25 minutes suivies de courtes pauses, est particulièrement efficace pour maintenir la concentration. Une autre méthode populaire est la matrice d'Eisenhower, qui classe les tâches en fonction de leur urgence et importance. Pour la gestion professionnelle, l'utilisation de diagrammes de Gantt permet une planification détaillée des projets à long terme, tandis que la méthode Kanban est idéale pour la gestion de flux de travail de manière visuelle. Chaque approche a ses avantages selon les objectifs à atteindre et le type de travail effectué. Le contrôle des émotions joue un rôle fondamental dans la gestion des relations interpersonnelles. En effet, une maîtrise de soi permet de maintenir des échanges respectueux et constructifs, tout en réduisant les conflits. L'intelligence émotionnelle, qui inclut la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres, est cruciale dans ce processus. Les individus dotés d'une forte intelligence émotionnelle sont capables de résoudre les conflits de manière efficace, d'améliorer leur capacité d'empathie et de renforcer les relations sociales. Les personnes ayant une faible intelligence émotionnelle, en revanche, peuvent avoir des difficultés à gérer leur stress, ce qui peut entraîner des tensions dans les interactions professionnelles et personnelles. L'érosion du sol est un processus naturel, mais il peut être accéléré par des facteurs externes tels que l'agriculture intensive, la déforestation et les fortes pluies. Lorsque des précipitations abondantes se produisent sur des sols non protégés, l'eau transporte les particules de terre, ce qui provoque l'érosion. Toutefois, des méthodes de prévention, telles que la plantation de végétation, la création de terrasses et l'utilisation de techniques agricoles durables, peuvent réduire cet impact. Les racines des plantes aident à maintenir le sol en place, et les techniques de gestion des eaux de ruissellement permettent de limiter les dommages causés par la pluie. Ainsi, bien que les pluies puissent contribuer à l'érosion, elles peuvent être atténuées par des pratiques agricoles appropriées.
La lecture régulière d'une langue étrangère peut avoir un impact significatif sur la structure du cerveau, notamment au niveau des connexions neuronales. Une étude a démontré que l'apprentissage constant d'une nouvelle langue stimule des zones spécifiques du cerveau liées à la mémoire, la concentration et le traitement du langage. Les chercheurs ont observé que les individus qui consacraient 1 heure par jour à l'apprentissage d'une langue étrangère avaient une densité neuronale accrue dans certaines régions du cerveau. Cela améliore non seulement la capacité d'acquisition linguistique mais peut également renforcer la mémoire à long terme et augmenter la plasticité cérébrale. Ainsi, cet effort cognitif régulier favorise un développement cérébral optimal. La gestion des personnes nerveuses ou stressées au travail nécessite une approche nuancée. Il est essentiel de créer un environnement calme, d'écouter activement les préoccupations de la personne et de maintenir une communication ouverte. Des stratégies telles que l'utilisation de techniques de relaxation, telles que la respiration profonde ou la méditation, peuvent être utiles pour apaiser une personne nerveuse. Par ailleurs, la gestion de l'anxiété peut aussi inclure des approches pratiques comme la réorganisation des priorités ou l'établissement de petites étapes pour réduire la pression. Il est également important de maintenir une attitude empathique et patiente pour éviter d'aggraver la situation. Dans certains cas, un soutien psychologique professionnel peut s'avérer nécessaire pour gérer les situations de stress chronique. Le diagnostic des maladies chez les nouveau-nés repose sur une combinaison d'observations cliniques, de tests de laboratoire et de procédures d'imagerie. Parmi les méthodes les plus courantes, on trouve le test de dépistage néonatal, qui permet de détecter des maladies métaboliques, génétiques ou endocriniennes dès les premiers jours de vie. Des examens physiques détaillés, comme la mesure du poids, de la taille et de la température, sont également essentiels pour identifier des anomalies. Des tests plus spécifiques, tels que l'échographie cérébrale pour détecter des malformations du cerveau ou des tests auditifs pour les troubles de l'audition, sont fréquemment réalisés dans les premières semaines de vie. Les progrès dans le domaine de la génétique permettent désormais de diagnostiquer un plus grand nombre de maladies héréditaires avant même l'apparition des symptômes. L'éloignement géographique de la famille peut avoir un impact direct sur l'âge du mariage, notamment dans les sociétés où le soutien familial joue un rôle crucial dans la prise de décisions importantes. Lorsqu'un individu est séparé de sa famille, notamment dans un contexte international ou à cause des études ou du travail, il peut éprouver des difficultés à fonder une famille en raison de l'absence de soutien familial direct. Cette séparation peut également entraîner un retard dans la prise de décision concernant le mariage, car l'individu se trouve dans un environnement social plus indépendant. D'autre part, l'éloignement peut aussi mener à une réflexion plus personnelle sur le choix du partenaire, ce qui peut modifier l'âge auquel les individus se marient. L'analyse des signatures peut fournir des informations sur les traits psychologiques et comportementaux d'un individu. Les experts en graphologie croient que certains aspects de la signature, comme sa taille, sa forme et son inclinaison, peuvent révéler des éléments du caractère d'une personne. Par exemple, une signature grande et fluide pourrait indiquer une personnalité confiante et extravertie, tandis qu'une signature petite et précautionneuse pourrait refléter une nature introvertie et prudente. De plus, les variations dans la pression exercée lors de la signature peuvent aussi indiquer des niveaux de stress ou d'émotion à un moment donné. Cependant, cette approche reste controversée, car elle repose sur des interprétations subjectives.